Le fils de mon frère, ivre lors d'une réunion de famille, a déclaré à tout le monde que j'étais simplement la tante triste qui achète de l'amour. Tout le monde a ri, même sa mère. Je suis parti, tout simplement. Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose qui les a poussés à me harceler de messages, pris de panique. J'avais envie de tout renverser. Chaque insulte, chaque rire, chaque regard échangé entre eux comme une blague privée, je l'ai ressenti comme une gifle. Et pourtant, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon vernis, quitté la pièce en trombe, tel un personnage tragique dans un drame de seconde zone. Je suis juste restée là, silencieuse, pendant que mon neveu, ce même garçon dont je payais le loyer, les frais de scolarité et les courses, me traitait de tante triste qui achète de l'amour. Ils ont tous ri. Mon frère, sa femme, et même ma mère qui a tenté de couvrir sa bouche, comme si cela pouvait améliorer les choses. Personne n'avait l'air choqué, juste amusé, comme si tout cela était enfin dit à voix haute. Je suis parti avant de faire quelque chose que j'aurais regretté. Mais en rentrant chez moi, une pensée s'est enroulée dans mon esprit comme de la fumée, ne mords pas la main qui te nourrit. J'aurais pu leur couper les vivres sur le champ, mais je ne voulais pas d'une vengeance qui brûle vite et fort. Je voulais qu'elle se déploie lentement, magnifiquement, comme une leçon enseignée avec soin. Le garçon voulait m'humilier devant tout le monde, très bien. Mais il était temps qu'il apprenne qui tenait la laisse qu'il mordillait depuis si longtemps. Voyez-vous, ce qu'aucun d'entre eux ne semblait se rappeler, c'est que le bel appartement de Chase, à 2 états de là, celui près du campus avec la climatisation centrale et une salle de sport, était à mon nom. Il ne pouvait même pas le louer légalement sans moi. Je l'avais trouvé, payé la caution, et tout organisé. Ses parents n'avaient pas levé le petit doigt. Ce soir-là, alors qu'ils étaient probablement encore en train de se passer les restes de travers de porc et de ricaner en pensant que tante Stella avait enfin craqué, j'étais au téléphone avec le propriétaire. Il était poli, confus, mais coopératif. J'ai offert de payer un mois supplémentaire et des frais de remise en location s'il pouvait faire vider l'appartement dans la semaine. Au matin, les papiers étaient signés. Chase allait recevoir son préavis par email, et quelqu'un allait frapper à sa porte. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais 22 messages non lus. Le premier venait de mon frère, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le deuxième, de Chase, « Tu te fiches de moi, c'est ça ?» Le troisième était un appel manqué de ma mère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Et c'est là que la vraie panique a commencé. Il n'a même pas lu l'email. C'est ce que son colocataire, Tran, m'a dit plus tard. Il a dit que Chase avait joué aux jeux vidéo toute la nuit, qu'il s'était réveillé vers midi et avait trouvé l'avis d'expulsion scotché à la porte, comme une mauvaise blague. Il a d'abord cru à une erreur. Puis il a pensé que c'était une plaisanterie. Puis il s'est mis à hurler. Pendant ce temps, j'étais chez moi en pyjama de soie, versant du lait d'avoine dans mon café et parcourant des annonces immobilières. Je ne prévoyais rien acheter. J'aimais simplement la tranquillité de savoir que je le pouvais. Le téléphone a commencé à vibrer avant midi. Au début, j'ai laissé les appels s'accumuler, juste pour voir combien ils en laisseraient. Mon frère est passé directement à la fureur, m'envoyant 4 textos d'affilée, « Tu dois arranger ça, non, ce n'est pas drôle, il n'a plus de logement. » Je pouvais presque entendre sa voix. Cet aboiement d'enfant gâté qu'il avait depuis notre enfance, celui qu'il utilisait toujours quand quelqu'un osait lui dire non. Sa femme, Kayla, a essayé une approche plus douce. Elle a toujours été celle qui nettoie, celle qui arrive après le désordre de Nat et essaie d'éponger avec compréhension. Stella, n'envenimons pas les choses. Pouvons-nous en parler en famille? La famille? Ce mot avait commencé à ressembler à une laisse. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que je n'avais pas craqué. J'avais enfin fait une pause. Je les avais enfin vus clairement, et j'avais tranquillement pris les ciseaux. Cet après-midi-là, mon téléphone s'est rempli d'une série de messages qui étaient essentiellement des variations sur le même thème, l'accusation déguisée en inquiétude, et l'inquiétude déguisée en supériorité morale. Personne ne m'a demandé ce que ça faisait d'être la risée de tous, d'être ridiculisé publiquement par les personnes même que je maintenais à flot. Le chat de groupe a suivi, famille seulement. Je ne l'avais pas vu s'illuminer depuis Noël. Apparemment, il continuait à l'utiliser même après m'en avoir exclu en janvier dernier pour ne pas avoir assisté à l'anniversaire de mon père. Maintenant, soudainement, j'étais de nouveau la bienvenue. Ma mère a été la première à écrire, « Stella, s'il te plaît. Tu as fait passer ton message. Pouvons-nous tous nous calmer?
Puis mon père, ce n'est pas comme ça que nous réglons les choses. Chase est jeune. Il a fait une erreur. Mais la famille ne se retourne pas les uns contre les autres pour une blague. Et Kayla, bien sûr, tu vaux mieux que ça. Personne n'a mentionné l'insulte. Personne n'a dit que ce que Chase avait fait était mal. Tout tournait uniquement autour de ma réaction. Je suis allé dîner seul ce soir-là, dans mon petit restaurant japonais préféré, où ils se souviennent de mon nom et m'apportent toujours un minuscule mochi en guise de bienvenue. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que la batterie lâche. J'ai pris une soupe miso, des sashimi de céréales, et 2 verres de vin de prune. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, Nat m'avait envoyé un dernier message, « Alors, tout ça, c'est à cause de ton petit égo triste et de ton vilain nez de travers. Je pensais que tu avais dépassé les drames de collégienne ? Apparemment non. » C'est à ce moment-là que j'ai cessé de trouver la situation amusante. J'ai appelé mon comptable le lendemain matin, j'ai suspendu les paiements des frais de scolarité, gelé la carte de crédit que j'avais donnée à Nat il y a 2 ans quand il avait juste besoin d'un coup de main pour quelques mois, et annulé l'aide au loyer pour l'appartement de mes parents. Toutes les bouées de sauvetage, tranquillement, rapidement, avec précision. Ils ne le savaient pas encore, mais ils étaient sur le point de découvrir ce qui se passe quand le portefeuille s'en va. Cela a commencé vers 8 heures du matin, le lendemain. Un appel manqué de Nat, un appel manqué de maman, un autre de papa, tout suivi de messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Je me suis dit que si c'était important, je l'apprendrais bien assez tôt par quelqu'un d'autre. Vers midi, ils ont compris ce qui s'était passé. Nat a essayé d'utiliser la même carte de crédit qu'il utilisait nonchalamment pour l'essence et les courses, et elle a été refusée. Chase, fraîchement expulsé de son appartement, vivait maintenant dans sa voiture avec un panier à linge rempli de vêtements et un micro-ondes qu'il ne pouvait brancher nulle part. Et mes parents, eh bien, leur virement mensuel n'est pas arrivé le 22, comme c'était le cas depuis 7 ans. C'est là que les vrais appels ont commencé. Ma mère a laissé 6 messages vocaux avant de passer au texto. Elle voulait savoir si j'allais bien, si j'avais été piraté, si j'avais bu. Mon père a appelé depuis la ligne de son bureau. Il n'avait pas fait ça depuis des années. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Nat, bien sûr, n'a pas perdu de temps en politesse. Il est allé droit au but, tu punis tout le monde parce que tes sentiments ont été blessés. Grandis un peu. Tu te crois intouchable parce que tu gagnes de l'argent maintenant. Tu oublies qui était là pour toi quand tu n'étais personne. C'est cruel et pathétique. Tu n'es pas une reine. Tu es juste amère et seule. Amère et seule. C'est ça. C'est drôle comme, quand on donne, on reçoit d'abord de la gratitude, puis un sentiment de droit acquis, puis le silence. Et au moment où on arrête, on devient soudainement le méchant. Je n'étais pas cruel. J'étais chirurgical. Ils ont dépendu de moi pendant des années. En silence, bien sûr. Personne n'a jamais dit merci, mais ils vivaient certainement plus confortablement grâce à ça, de nouveaux vêtements, une meilleure école pour Chase, des réparations dans la maison, des factures dentaires, des vacances qu'ils arrivaient à prendre on ne sait comment. Et au moment où j'ai arrêté de jouer le rôle de la bienfaitrice invisible, ils n'ont pas tenu une seule journée. Le meilleur moment, c'est quand Chase lui-même m'a finalement envoyé un texto, comme un petit drapeau blanc agité dans le brouillard. Je suis désolé. D'accord ? J'étais saoul. C'était juste une blague. Est-ce qu'on peut arranger ça, s'il te plaît ? J'ai fixé le message un moment. Puis j'ai bloqué son numéro. À la fin de la semaine, Kayla m'a envoyé un long message sur Facebook depuis un faux compte, car je l'avais bloqué aussi. C'était en gros une dissertation de 2 pages sur comment je détruisais la famille, qu'ils essayaient juste de plaisanter avec moi parce qu'ils pensaient que nous étions proches, que je jetais des relations par la fenêtre pour une seule soirée. Mais ce n'était pas juste une soirée. C'était des années. Et ils le savaient tous. Ce week-end-là, mes parents ont organisé ce que je ne peux décrire que comme un piège. Ils m'ont demandé de les retrouver dans un nouveau restaurant de brunch en ville. Juste nous deux, avait écrit ma mère. Sans drame. J'y suis allé par curiosité. Devinez qui était déjà assis là, sirotant un café ? Nat, Kayla et Chase. J'ai fait demi-tour et je suis sorti avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Il leur a fallu 3 jours de plus pour réaliser que je ne reviendrai pas. Le matin après l'embuscade du brunch, mon père a envoyé un texto qui tentait de paraître calme, mais qui suintait la panique.
Nous n'avons pas bien géré les choses. Ta mère est bouleversée. Réglons ça. Nous voulons juste retrouver notre famille. J'ai regardé le message en buvant mon café, puis j'ai posé le téléphone et je suis parti. C'était ça, la différence maintenant. Je ne me précipitais pas pour répondre, pour expliquer, pour arranger les choses comme je le faisais toujours. Il voulait l'ancienne version de moi, la silencieuse, celle qui payait, pardonnait, et avalait tout. Elle n'habitait plus ici. 2 jours de silence ont dû les pousser à bout, car Nat s'est présenté chez moi. Je ne l'avais jamais invité dans mon appartement. Il n'avait jamais demandé. Mais je suppose que mes parents lui ont donné l'adresse, pensant probablement que je serais trop poli pour lui claquer la porte au nez. Il a sonné, frappé, attendu. Je l'ai regardé sur l'application de ma caméra de sécurité, debout là, en sweat à capuche et en jean de la veille, comme s'il s'attendait à un accueil chaleureux et une table rase. Il est resté dehors plus de 10 minutes, faisant les 100 pas, sortant son téléphone, envoyant un texto à quelqu'un, probablement ma mère. Puis il a crié en direction de la porte, comme si nous étions des voisins dans une sitcom. Alors c'est ça? Tu te crois meilleur que nous maintenant? Cet argent te rend intouchable? Je n'ai pas bougé, pas répondu, pas même scié. Il a finalement abandonné et s'est éloigné, faisant un doigt d'honneur à la caméra de la sonnette en partant, comme un adolescent qui a perdu une dispute. C'était si puéril que j'en ai ri. Le lendemain, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres, manuscrite, soigneusement pliée. L'écriture de ma mère, nette et posée. Elle écrivait sur le pardon, sur les liens familiaux, sur le fait que Chase ne le pensait pas, que Nat était juste sous pression. Que les familles se disputent, que j'allais trop loin, et que je devrais penser à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, comme si je ne les avais pas portés à bout de bras pendant la majeure partie du temps. Puis est venue la phrase qui a vraiment attiré mon attention: nous savons que ça n'a pas été facile, mais tu as toujours été celle qui nous soude, surtout maintenant que les choses sont difficiles. C'était ça. Le pot aux roses. Ils n'étaient pas désolés. Ils avaient peur de perdre leur filet de sécurité, de me perdre. Je me suis assise et j'ai écrit une réponse. Un paragraphe, sans drame, sans émotion. Vous ne pouvez pas vous moquer de moi et vivre à mes dépens en même temps. Je ne suis ni votre distributeur de billets, ni votre thérapeute, ni votre idiote. C'est fini. Je l'ai imprimé, posté, et ce fut tout. Le lendemain, j'ai vérifié l'ancien chat de groupe familial. J'en avais de nouveau été exclu. Ils n'ont même pas prétendu que c'était un bug cette fois. Je pensais qu'après la lettre, l'expulsion et les appels bloqués, le calme reviendrait. Peut-être quelques textos boudeurs, 1 ou 2 messages vocaux sarcastiques. Mais finalement, je pensais qu'ils l'accepteraient. Qu'ils se lasseraient. Qu'ils passeraient à autre chose. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que leur couper les vivres ne les ferait pas disparaître. Ça les a fait s'effondrer. Ça a commencé subtilement. Une collègue à qui je parle à peine m'a arrêté dans le couloir. Et, Stella. Je ne savais pas que ton neveu avait abandonné ses études. J'ai cligné des yeux. C'était nouveau pour moi. J'ai haussé les épaules et je suis parti, mais mon esprit était déjà en ébullition. Le lendemain, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis les funérailles de notre grand-mère m'a identifié dans un commentaire Facebook, sous une photo de Chase débarrassant des tables dans un uniforme de fast-food. Il n'avait pas ce bel appartement en ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, la version des faits partagée avec la famille était sélective. Quelque chose à propos de Chase qui prenait du temps pour réfléchir et du fait que les finances s'étaient resserrées. Aucune mention de qui payait quoi. Aucune mention de la tequila, de l'insulte, ou des rires. Il réécrivait l'histoire, sauf qu'il n'arrivait pas à la maintenir cohérente. Les gens posaient des questions. Et Chase, qui publiait autrefois des photos filtrées de piscine et de basket hors de prix, était soudainement très absent des réseaux sociaux. Puis j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour Stella, c'est Madame Ferry. Je suis la conseillère de Chase. On m'a dit que vous pourriez peut-être aider avec des formalités administratives concernant son logement. Pouvons-nous nous parler? Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le message. Il voulait tellement grandir. Qu'il apprenne par lui-même comment fonctionnent les baux et les formulaires de désinscription. Puis est arrivé quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas. On a frappé à la porte de mon bureau. Mon assistante a jeté un regard gêné. Tu as une visiteuse? Elle dit que c'est ta tante Lorraine.
Elle ne m'avait pas parlé depuis des années. Nous échangions à peine des salutations au mariage. Mais elle était là, debout dans mon hall d'entrée, tenant un latte et une écharpe pliée. Elle avait l'air fatiguée, un peu plus âgée, ni suffisante, ni nerveuse, juste lasse. Nous nous sommes assises 5 minutes dans le café d'en face. Elle a dit qu'elle avait entendu ce qui s'était passé. Que Nat avait toujours été comme ça. Qu'elle était désolée que ce soit moi qui dois finalement arrêter de nourrir le feu. Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Ils n'appellent ça une trahison que lorsque tu arrêtes de les laisser manger dans ta main. Je ne l'ai jamais oublié. Mais la vraie surprise est arrivée 2 jours plus tard. Une grande boîte sur le pas de ma porte. Pas d'adresse de retour, légère mais solidement scotchée. À l'intérieur se trouvaient toutes les cartes d'anniversaire que j'avais jamais envoyées à Chase. Des lettres, des enveloppes de vacances, des mots de félicitations, une photo de nous deux datant de ses 8 ans peut-être riant tous les deux, les bras l'un autour de l'autre, lors d'une journée où la couche je l'avais emmené parce que ses parents étaient trop occupés. Ils avaient tout renvoyé, comme si j'étais une étrangère qui avait envoyé le mauvais courrier. Comme si rien de tout cela n'avait jamais compté. Pas de mots, pas d'explications, juste un mépris silencieux emballé dans du carton. Je suis resté là, debout, un long moment. Puis j'ai tout remis à l'intérieur, j'ai refermé la boîte, et j'ai écrit un seul mot sur le dessus avec un gros marqueur noir. Donné. Je l'ai déposé dans un refuge le lendemain matin. Laissons quelqu'un d'autre trouver de la valeur dans ce qu'ils ont jeté. Et ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai réservé un voyage en solo, non pas pour le travail, non pas pour la famille, mais pour moi. Quelque part au chaud et loin, où personne ne me poserait de questions sur des neveux, des vacances, ou pourquoi je voyageais seul. J'ai choisi un siège près du hublot, en première classe, et j'ai souri en cliquant sur « Confirmer ». Ils pouvaient garder leur silence. Je garderai ma paix. Ce voyage était censé être une remise à zéro. Je n'ai dit à personne où j'allais. Je n'ai même pas prévenu le travail. J'ai juste fait une valise cabine et je me suis envolé vers l'ouest, une suite 5 étoiles au bord de l'océan, balcon privé, aucun programme. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je me réveillais sans obligation, sans personne à appeler, sans personne à qui rendre de compte, juste l'océan, le café, et ce genre de silence qui ne fait pas mal. J'étais au 3e jour de cette quiétude lorsque la première ombre est revenue. Ce n'était pas un appel ou un texto. C'était un email signalé par mon assistante, transféré avec un hésitant « J'ai pensé que tu devrais voir ça ». Le service financier de l'université de Chase avait pris contact. Pas avec moi directement, ils avaient contacté le service de facturation de mon entreprise, supposant que j'étais toujours son contact financier. En pièce jointe, une lettre officielle demandant le rétablissement d'un parrainage privé précédemment convenu. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une tentative discrète de tirer à nouveau sur la laisse, déguisée en langage administratif poli. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé me promener à la place, j'ai marché pieds nus sur la plage pendant 1 heure jusqu'à ce que je cesse de voir rouge. Puis j'ai envoyé l'email le plus net que j'ai jamais écrit, je ne suis plus impliqué dans les affaires financières de Chase Ellison. Je n'ai signé ni ne me suis engagé dans aucun accord légal. Veuillez retirer mes coordonnées de toute correspondance de facturation à l'avenir. J'ai mis leur service juridique en copie. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et commandé un verre. Je pensais que ce serait tout, mais je les ai sous-estimés. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du service de sécurité de mon entreprise. Apparemment, mon père avait téléphoné à la réception en se faisant passer pour un investisseur. Il avait dit qu'il devait confirmer ma date de retour, et avait dit à l'assistante que sa fille n'allait pas bien et que c'était une affaire de famille privée. Ils avaient signalé l'incident et prévenu les RH, ce qui signifiait que maintenant, professionnellement, ce cirque dépassait les bornes. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair pour moi. Il ne s'agissait pas d'amour. Ça n'a jamais été le cas. Il s'agissait d'accès. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais une carte qui ne passait plus. J'ai réservé un nouvel hôtel cet après-midi-là, j'ai payé en espèces. J'ai réservé un nouveau vol de retour sous mon 2e prénom, via une autre compagnie aérienne, vers un autre aéroport. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la stratégie. J'avais vu de quoi ils étaient capables quand ils étaient désespérés. Quand j'ai finalement atterri chez moi, je ne l'ai dit à personne. J'avais mon téléphone éteint, mes stores baissés, et pour la première fois depuis des années, mon appartement m'a semblé m'appartenir,
et non être une simple station de recharge entre les urgences familiales. J'ai versé un verre de vin et j'ai commencé à faire le ménage, numériquement. J'ai bloqué tous les numéros que je n'avais pas déjà bloqués, supprimé les anciens chats de groupe, effacé les contacts de sauvegarde des comptes cloud, et supprimé les invitations de calendrier qui affichaient encore l'anniversaire de Nat, le dîner d'anniversaire de Kayla, la fausse remise de diplôme de Chase. Mais c'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Une alerte de livraison. Un colis d'un expéditeur inconnu. Je l'ai fait monter, je l'ai ouvert. À l'intérieur, un vieil album photo, un que je n'avais pas vu depuis des années. Mon écriture à l'intérieur de la couverture. C'était le mien. Fait pour Chase quand il avait 10 ans. Des photos de nous lors de week-end et de vacances. Des notes manuscrites que je me souvenais à peine avoir écrites, des vœux d'anniversaire, des encouragements avant les examens, des billets glissés dans des cartes avec des petites blagues du genre « ne le dis pas à ta mère ». Pas de mots de retour cette fois non plus. Juste l'album, laissé pour parler de lui-même. Il ne l'avait pas détruit. Il l'avait rendu, discrètement, comme s'il voulait que je sache qu'il n'avait pas oublié, mais que cela ne signifiait plus rien pour eux. Mais ensuite, niché dans la pochette arrière, plié avec soin, se trouvait une simple feuille de papier. Je l'ai presque manqué. C'était de Lorraine. Je leur ai dit de ne pas envoyer ça. Je leur ai dit que tu verrais clair dans leur jeu. Mais je savais aussi que tu l'ouvrirais, parce que tu es toujours la seule à te souvenir de tout. Je ne suis pas comme eux. Je ne l'ai jamais été. Fais-moi signe si tu veux parler un jour. Pas pour eux, juste pour nous. Je suis restée assise avec cette note dans la main pendant un long moment, parce que c'était la première fois en des mois que quelqu'un me parlait. Pas en me faisant des reproches, pas en jouant sur la culpabilité, pas autour d'une demande. Plus tard dans la nuit, un nouveau chat de groupe est apparu sur mon téléphone, juste les sœurs. Lorraine m'avait ajouté. Pas de message, pas de pression, juste un espace. Un espace tranquille. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je n'ai pas quitté le chat non plus. Peut-être que c'est comme ça que ça recommence. Pas avec le pardon, mais avec la soustraction, avec le silence, et avec une personne qui reste immobile, refusant finalement d'être trouvée. 2 mois ont passé. Je m'attendais à quelque chose, une carte, une lettre, une autre tentative étrange de manipulation déguisée en sentimentalité. Mais il n'y a rien eu. Plus d'appels des RH, plus de visiteurs surprises. C'était comme s'ils avaient enfin réalisé que je ne bluffais pas. Pendant ces 2 mois, j'ai respiré différemment. J'ai lu plus, mieux dormi. J'ai même recommencé à dessiner, quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années. Le chat juste les sœurs est resté calme. Quelques nouvelles de Lorraine. Un article par-ci, un mème drôle par-là. Nous n'avons jamais parlé des autres. C'était implicite. Mais un vendredi soir, j'ai vu quelqu'un debout devant l'immeuble. Il pleuvait. Je venais de rentrer du travail, tenant encore mes clés et un sac de plats à emporter, quand j'ai remarqué la silhouette de l'autre côté de la rue, sous un lampadaire. Chase. Pas affolé, pas en colère, juste immobile. Il ne m'a pas vu au début. J'ai attendu dans le hall, ne sachant pas si je devais sortir ou faire demi-tour, mais la curiosité l'a emporté sur l'instinct. Je suis sorti et j'ai marché vers lui. Il avait l'air plus mince, plus pâle. L'arrogance avait fondu de son visage. Ce n'était pas de la culpabilité, exactement. C'était de la confusion, comme s'il ne comprenait toujours pas entièrement comment tout avait changé. Il a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Ne dis rien de ce que tu as préparé. Dis juste pourquoi tu es là. Il a hésité, puis a finalement dit, je voulais juste que tu saches que j'ai compris maintenant, et je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit. Ça, c'était nouveau. Il m'a regardé longuement, attendant peut-être une réaction, un attendrissement, mais j'ai juste hoché la tête tranquillement. Bien. Il n'a pas essayé de me prendre dans ses bras, ne s'est pas attardé, il a juste tourné les talons et s'est éloigné sous la pluie. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis juste sentie en paix, l'histoire était finie. Cette nuit-là, Lorraine a envoyé un message dans le chat. Il est venu, n'est-ce pas? J'ai répondu par un seul mot. Ouais. Elle a répondu, ils continueront à tester la porte, mais c'est toi qui l'as verrouillée. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie comme la méchante. Je me suis sentie comme quelqu'un qui était enfin,
enfin rentré à la maison. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Pas bruyantes, pas chaotiques, juste étrangement calmes. Pour la première fois depuis des décennies, mon téléphone est resté silencieux. Pas de vibrations frénétiques, pas de paragraphes dégoulinants de culpabilité, pas de fausses urgences déguisées en devoir familial. Je pensais que c'était peut-être la fin. Qu'ils avaient peut-être enfin accepté la vérité, que je n'allais plus jouer mon rôle. Puis, un mercredi matin, un email s'est glissé, non pas de la famille, mais d'une église que nous avions tous fréquentée quand nous étions enfants. Une demande vague et polie, vos parents ont mentionné que vous pourriez peut-être aider pour une prochaine collecte de fonds. Seriez-vous disposé à en discuter par téléphone? Je l'ai supprimé sans répondre. C'était typique d'eux. Quand une porte se fermait, ils allaient frapper à une autre, espérant me ramener par l'obligation, par la honte, par la nostalgie. Mais cette fois, je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai commencé à voyager davantage. Des courts séjours, parfois un week-end, parfois une semaine, toujours seul. Paris en automne, Seattle sous la pluie, le Nouveau-Mexique au soleil. J'ai appris à apprécier les aéroports. J'ai appris à savourer le silence. Lors d'un de ces voyages, assise dans le hall d'un hôtel à Lisbonne, mon téléphone s'est allumé avec une demande d'appel vidéo d'un numéro inconnu. Je l'ai refusé. Quelques minutes plus tard, un texto est arrivé. C'est moi, papa. S'il te plaît, réponds. Nous voulons juste parler. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai regardé l'océan cet après-midi-là et j'ai laissé le journal d'appel s'accumuler jusqu'à former une mosaïque de désespoir. 2 mois plus tard, la nouvelle m'est parvenue malgré tout, via une publication sur les réseaux sociaux d'un cousin. Chase avait finalement abandonné ses études pour de bon. Fini les demi-excuses sur le fait de prendre du temps. Fini les histoires mises en scène pour réfléchir. Il était de retour à la maison, sans emploi, sans direction, un fantôme du garçon qui se moquait de moi devant des travers de porc au barbecue. Et honnêtement, je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas non plus ressenti de pitié. J'ai ressenti de la distance, comme si ce n'était plus mon histoire à porter. La famille a arrangé ça, bien sûr. Sur Facebook, Kayla l'a dépeint comme un nouveau départ. Mes parents l'ont présenté comme un soutien pendant sa transition. Nat est resté silencieux, probablement trop occupé à chercher des moyens de colmater les brèches laissées par la fermeture de mon portefeuille. Mais moi, j'avais disparu du récit, absente, omise, une ombre découpée de leur narration. Je pensais que ça me manquerait peut-être, le bruit constant, le rôle sans fin de celle qui arrange tout, qui pourvoit, qui sert de bouc émissaire. Mais non, pas une seule fois. À la place, j'ai rempli mes journées avec des choses qui me semblaient à nouveau miennes. Cuisiner des recettes que j'avais reportées pendant des années, faire de longues promenades dans des villes inconnues, reprendre de vieux passe-temps comme la peinture et l'écriture d'un journal. Et parfois, tard dans la nuit, quand le monde était silencieux, je relisais les messages que Lorraine m'avait envoyés, de petites attentions, des liens vers des articles qu'elle pensait que j'aimerais. Sans insister, sans jamais rien exiger, juste présente. Cela m'a rappelé que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, ce sont ceux qui choisissent de ne pas vous utiliser. Ceux qui vous voient comme une personne, pas comme un portefeuille. Les fêtes sont arrivées et, pour la première fois, je n'ai pas envoyé de cadeau. Pas une seule carte, pas un seul dollar. Le matin de Noël, je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement avec un chocolat chaud, regardant la neige tomber sur la ville. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel culpabilisant, pas de fausses invitations. Et j'ai réalisé quelque chose de simple mais profond. La paix ne vient pas quand il s'excuse. Elle vient quand on arrête de l'attendre. Je ne sais pas ce qu'est devenu Chase après cet hiver, si Nat a trouvé une nouvelle proie, si Kayla a continué à prétendre que tout allait bien, si mes parents se sont encore dit qu'ils n'avaient rien fait de mal. Mais je sais ce que je suis devenu, moi. J'ai respiré. J'ai vécu. J'ai voyagé. Et j'ai cessé d'être la tante triste qui achète de l'amour. Parce que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut exiger. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler lors de brunchs familiaux ou de chats de groupe forcés. L'amour est choisi librement, volontairement, sans condition. Et s'ils ne m'ont jamais choisi, au moins, moi, je me suis finalement choisi.